Bonjour Marielle. Bonjour Rachid. On va parler de cette vague de sécheresse qui menace le Maroc, c'est ce que nous dit une étude et que rapporte bien sûr la presse marocaine. En effet, on le sait, l'épisode des pluies intenses vient à peine de passer, qu'un nouveau rapport vient nous indiquer que le Maroc va peut-être devoir faire face à une vague de chaleur, et ce rapport nous vient de l'Organisation internationale du travail que Le Matin détaille ici dans cet article-là. Et Le Matin insiste sur deux points essentiels. D'abord, c'est les zones côtières qui seront beaucoup plus sensibles avec un risque d'élévation du niveau de mer. Et le deuxième point, c'est justement qu'il y aura plus d'épisodes de sécheresse, mais paradoxalement aussi des pics d'inondation. Alors conclusion sur lequel conclut justement l'article, il nous dit que l'État doit plus investir dans des politiques nationales d'adaptation à ces variations climatiques, en aussi essayant d'avoir des outils qui essaient de prévoir au maximum ces variations de température, mais aussi en investissant dans de nouvelles infrastructures, mais aussi dans la transition vers les énergies vertes, car derrière cette météo qui varie de plus en plus, il y a de nombreux défis à prévoir sur certains secteurs, et en particulier l'agriculture. Et en parlant d'agriculture, on le sait, c'est un secteur qui connaît déjà énormément de défis, notamment l'emploi agricole. Et d'ailleurs, les Échos posent une question essentielle. Est-ce qu'on est aujourd'hui face à la fin de l'avantage concurrentiel au niveau des salaires agricoles? On le sait, il y a cette idée préconçue comme quoi la main-d'œuvre agricole est abondante, mais elle aussi souffre de bas salaires, des contrats précaires, voire inexistants. Et on a un chiffre qui est quand même très intéressant. Entre 2022 et 2024, l'emploi agricole a perdu près de 550 000 postes, près d'un demi-million. Donc en conséquence, les salaires journaliers des ouvriers agricoles explosent. Ils montent parfois jusqu'à 350 dirhams, alors que le SMAG, le salaire agricole minimum, lui, est à 93 dirhams et il va passer en avril à 97. Une pénurie tout de même qui s'explique par cette sécheresse intense qu'on a connue ces dernières années et qui ont provoqué l'arrêt total de certaines productions. Et donc, les ouvriers agricoles ont décidé de se réorienter vers d'autres métiers. Il y a aussi le problème de l'exode massif des jeunes. Alors, mais quand même, le plus dramatique et qui est indiqué dans cet article, c'est ce qu'il appelle l'érosion des compétences, c'est-à-dire que cet exode et ce manque de main-d'œuvre fait qu'on perd des compétences clés comme la cueillette, l'élevage, les plantations, et qui disparaissent. Et donc, cette main-d'œuvre, par rapport au fait que cette main-d'œuvre cherche d'autres voies de subsistance. Alors, le Maroc doit bien sûr innover sur ce secteur-là, notamment sur sa résilience climatique et sur l'évolution même du métier agricole. Et c'est justement l'enjeu de ce salon à venir, le Salon international de l'agriculture au Maroc, le SIAM, qui aura lieu à Meknès du 20 au 25 avril. L'idée, c'est d'innover, évidemment, pour transformer en profondeur le quotidien des exploitants. C'est sur ce point-là qu'insiste l'article, un salon qui s'insère dans la stratégie Génération Green 2020-2030 et dont l'objectif est de digitaliser le métier d'agriculteur, une stratégie, comme on l'appelle, d'agriculture 4.0 qui veut justement allier recherche et terrain. Ainsi aussi, chaque porteur de projet est invité à proposer une solution numérique avant le 9 mars s'il veut participer à ce salon, et les détails sont auprès du ministère de l'Agriculture. La presse qui nous demande, ou qui se demande aussi ce matin, dans quel secteur investir sur le continent. Oui, des investissements dans la tech, comme l'indique Jeune Afrique, dans les startups, en effet. Mais ce qui est intéressant dans ce titre-là, c'est que les investisseurs sont aussi appelés à ne pas investir qu'au Nigeria et d'aller voir d'autres voies, d'autres pays intéressants. Mais la spécificité du Nigeria, qui est rappelée dans cet article, c'est qu'il fait partie des Big Four, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya et donc le Nigeria. Et ces Big Four cumulent 67% des investissements. C'est principalement dans la finance numérique, ce qu'on appelle la fintech, parce que c'est un secteur qui est considéré moins risqué, notamment depuis l'augmentation des taux directeurs des banques centrales depuis 2020. Et donc, les investisseurs cherchent des secteurs moins risqués. Pourtant, il y a des viviers intéressants comme l'IA qui est développée dans le Ghana, le Maroc même, la Tunisie ou encore le Rwanda. Mais c'est des secteurs qui sont sous-financés. Alors, le problème, c'est que aussi ces investissements viennent à 70% de l'étranger et l'Afrique reste
reste considéré comme un marché à risque avec un écosystème économique, politique et de recherche fragile, bien que, et c'est le point intéressant de cet article, qu'il y ait des fonds souverains africains qui essaient justement de se structurer pour stimuler l'investissement local et de moins dépendre des investissements étrangers. Donc le continent africain est considéré aussi comme un métier à risque parce qu'il y a aussi la question des infrastructures. On le voit avec cet article d'Écho Matin, c'est un média camerounais qui nous explique qu'au Gabon, justement, il y a des problèmes d'investissement liés à l'électricité, liés au délestage, malgré des investissements de plus de 200 milliards en seulement 2 ans. Alors, financer la tech, l'IA, mais comment le faire si l'infrastructure, on va dire, de base est déjà mise à mal dans certaines régions du continent? Alors, avant de penser tech, de quel investissement a besoin le continent? C'est notre question, justement, du jour. Et cette question nous emmène au Niger, avec la Tribune qui nous indique que le pays va bénéficier de plus de 70 millions d'investissements du FMI pour accompagner, comme l'indique le titre, une économie en croissance. On le voit, c'est un pays qui est basé sur l'agriculture. On le voit à l'image des plaines et des plaines agricoles sur lesquelles il faut d'abord investir. C'est la priorité de cet investissement. Elle se dirige vers le secteur agricole, mais elle va aussi se diriger vers les exportations pétrolières et l'uranium. On sait que le Niger regorge d'uranium. Alors, conclusion, où investir et dans quoi sur le continent? Oui, dans les technologies futures, bien évidemment, mais pas que. Il faut surtout renforcer l'écosystème de l'énergie, l'agriculture, les écosystèmes locaux, en somme. Sinon, aucune innovation ne peut bien évidemment durer dans le temps. Les États réagissent à l'augmentation des taxes voulues par Donald Trump. C'était un tollé ce week-end. Beaucoup de pays ont réagi à cette augmentation des droits de douane mondiaux de 10 à 15% qui ont été décidés par Trump et qui ont provoqué des réactions en cascade dans le monde, notamment dans les pays qui questionnent les accords bilatéraux déjà en cours ou à venir. Et on va commencer par l'Inde. L'Inde qui, dans le Times of India, nous indique que le pays va essayer de créer, de déplacer, de réévaluer la réunion sur laquelle ils allaient essayer de créer une nouvelle, disons, négociation sur l'accord bilatéral qui allait les réunir. Mais l'idée, c'est de mettre en stand-by tout ça pour essayer d'évaluer l'impact de cette nouvelle taxe. Et d'ailleurs, l'accord intermédiaire qui était en cours, c'était justement de supprimer toutes les taxes des produits américains qui venaient en Inde, et aussi l'Inde allait bénéficier d'une taxe préférentielle de 18% sur les produits indiens, mais on garderait les 50% sur le fer, le cuivre, l'acier ou l'aluminium. Le Parisien, lui, de son côté, nous partage la réaction du président Lula, le président brésilien, et dans le titre, il appelle justement Donald Trump à traiter tous les pays de manière égale. Pourquoi? Parce que le Brésil, qui avait réussi, on va dire, il y a quelque temps, à négocier des retraits de douane de plus de 40% qui étaient appliqués aux produits brésiliens. Donc, l'idée pour le président Lula, c'est surtout de garder cet avantage compétitif face à d'autres pays sur le marché américain et donc de protéger cette négociation pour ne pas perdre la compétitivité des produits brésiliens sur le marché américain. Et on a aussi le 360 Afrique qui, lui, essaie d'analyser quel sera l'impact sur l'économie des pays africains. Donc là, on a plusieurs cas de figure. On a ceux pour qui c'est une bonne nouvelle, comme l'Afrique du Sud, la Libye, la Tunisie, parce qu'eux étaient taxés à 30%. Aujourd'hui, ils vont diminuer leur taxe de 50%. Mais on a 29 pays, dont le Maroc, mais aussi l'Égypte, le Rwanda et l'Éthiopie, qui voient leur taxe passer de 10 à 15%. Donc, ils vont devoir adapter leurs coûts pour rester compétitifs. Mais il y a aussi cette exception africaine, les bénéficiaires de l'AGOA. Donc, eux ne vont pas subir cette surtaxe, justement, grâce à cet accord qui, lui, va encore être prolongé d'une année. Alors, pour conclure, si les surtaxes ont rapporté 130 à 140 milliards de dollars aux États-Unis en 2025, par rapport à un déficit commercial de 1241 milliards de dollars, l'article rappelle tout de même qu'entre-temps, la Chine a supprimé ses droits de douane pour la quasi-totalité des pays africains. Et donc, c'est un nouveau jeu de taxes qui donne un nouveau visage à cette bataille commerciale entre la Chine et les États-Unis,
d'incidence sur le sol africain lui-même. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 février 2026. Quel autre 23 février avez-vous donc retenu dans l'histoire? Alors, je vais vous raconter un 23 février qui nous raconte la naissance d'un animal devenu célèbre, un animal pas tout à fait comme les autres. Et cet animal, c'est une brebis, non pas née naturellement, mais clonée à partir d'une cellule. Elle s'appelle Dolly, elle est née en Écosse, elle a été dévoilée au monde le 23 février 1997. À cette époque, les scientifiques derrière cet exploit de l'impossible créent surtout un séisme moral et provoquent cette terrifiante question: va-t-on bientôt pouvoir cloner des êtres humains? Rapidement, les États, les uns après les autres, érigent des lois interdisant cette idée, objet de polémiques, de critiques, de manque d'éthique. Aujourd'hui, le clonage est surtout utilisé dans la recherche médicale pour comprendre certaines maladies, préserver des espèces menacées ou reproduire des animaux aux caractéristiques particulières. Pourtant, la peur ou encore le mystère planent toujours. Quand sera le tour de l'être humain? Le copier comme un fichier, reproduire un enfant à l'identique sans limite. Alors le 23 février 1997 raconte ainsi le jour où l'homme a compris qu'il pouvait reproduire le vivant, mais qu'à force de vouloir défier la nature, il se retrouvait face à une question plus grande que la science elle-même. Est-ce que tout ce qui est possible doit être forcément permis, Rachid? Ça, c'est une grande question. Merci beaucoup, Mme Kokaïna.